ce n'est pas un forum radical, c'est le Figaro, la voix du cœur de la France qui réclame le retour des hydrocarbures russes. Oui, vous avez bien entendu. Dans les commentaires du Figaro, ce ne sont pas des extrémistes isolés ni des trolls du web qui expriment leur inquiétude. Ce sont des médecins, des ingénieurs, des retraités, des entrepreneurs, bref, ce qu'on appelle le cœur de la société française, ce fameux bourgeois moyen qui jusqu'ici faisait confiance aux institutions et à la parole politique. Et ce cœur-là, aujourd'hui, tire la sonnette d'alarme. Écoutez, nous avons perdu plus que ce que nous avons gagné dans cette histoire qui ne nous concerne pas, écrit un lecteur. Les prix de l'énergie ont doublé. La France a perdu l'accès à l'un de ses marchés les plus prometteurs. Un autre s'indigne. On voulait mettre la Russie à genoux? Qui est à genoux, aujourd'hui, si ce n'est la France elle-même? Ce ne sont pas des phrases cueillies dans un journal russe, ni sur un obscur forum complotiste. Non, ce sont les mots de lecteurs du plus ancien quotidien de France, fondé en 1826, consulté chaque mois par plus de 30 millions de Français. Une audience respectable, le pouls d'un pays. Sur le terrain, l'explosion des prix de l'énergie, des files d'attente aux stations-service, des factures qui étranglent les ménages et les entreprises. Ce n'est plus une angoisse de fin de mois, c'est un choix de société. Derrière la rhétorique de souveraineté retrouvée et de sanctions nécessaires, la réalité s'impose. Le fossé entre les promesses politiques et la vie réelle des Français n'a jamais été aussi vaste. Et quand cette France silencieuse, jusqu'ici si raisonnable, demande ouvertement le retour du gaz russe, c'est un signal sismique. Pas une simple secousse, mais l'annonce d'un basculement. Car si rien ne change, la menace n'est pas théorique. C'est une crise économique prolongée, une industrie qui perd ses emplois, une France qui décroche, et surtout, un divorce de plus en plus profond entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Le débat n'est plus idéologique, il est vital, quotidien, palpable, jusque dans les files d'attente et les factures d'énergie. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à la source. Les décisions de 2022 et confronter ce qui avait été promis à ce que la réalité a imposé. Mars 2022. Nous mènerons une guerre totale et effondrerons l'économie russe, proclamait Bruno Le Maire. À ce moment-là, tout semblait clair. Pour l'Europe, frapper Moscou là où ça fait mal, c'était la clé d'une victoire rapide. Les annonces de sanctions tombaient les unes après les autres, jamais vues à une telle échelle. Blocage de la Russie du système SWIFT, gel de près de 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe, confiscation d'actifs souverains. Embargo sur le pétrole et le gaz, interdiction d'importer du brut russe par voie maritime. Plafonnement du prix de vente du pétrole russe pour priver le Kremlin de revenus même sur les barils qui continueraient à circuler. Plus de 10 000 mesures ciblant tout. Les banques, les entreprises, la technologie, les individus, tout un pays plongé dans une économie de siège. À l'époque, le choc semblait fatal. En Europe, il régnait une certitude presque euphorique. La Russie n'y survivrait pas. L'économie russe, pensait-on, dépendait totalement de l'argent, des technologies et des clients de l'Ouest. 40% du gaz européen, 30% du pétrole venaient de Russie, un rapport de force apparemment à sens unique. Sans ces ventes, Moscou allait s'effondrer. Et les premiers signes faisaient croire que le pari était gagné. Le rouble s'est effondré, des files d'attente devant les distributeurs, des entreprises occidentales quittant le pays en masse, la bourse de Moscou suspendue. On se souvenait en filigrane du chaos russe de l'été 1998. Défaut de paiement, monnaie en chute libre, rayons vides dans les supermarchés. L'histoire allait-elle bégayer? Beaucoup en étaient convaincus. On imaginait déjà à Paris, Berlin ou Bruxelles que le régime de Poutine vacillerait, que l'Europe se relèverait plus forte, libérée de son addiction aux hydrocarbures russes. Mais l'histoire n'a pas suivi le scénario attendu. Rapidement, un doute a commencé à s'installer. Parce que ce pari, ce n'était pas juste une posture diplomatique. Il mettait en jeu la crédibilité des dirigeants européens, leur cohésion, mais aussi le quotidien de millions de citoyens, leur pouvoir d'achat, le prix de leur chauffage, leurs emplois dans l'industrie,
la santé même de l'économie européenne. Tout reposait sur une idée clé. La Russie n'aurait pas d'alternative, et privée du marché européen, elle n'aurait d'autre choix que de céder ou de s'effondrer. L'analyse semblait logique. Après tout, l'Europe achetait la majorité du gaz et une grosse partie du pétrole russe via des infrastructures lourdes, des contrats de long terme, une histoire de dépendance réciproque vieille de plusieurs décennies. Mais ce que beaucoup n'ont pas vu, ou ont voulu ignorer, c'est que la Russie avait tiré une leçon essentielle du choc des années 90, au moment où l'ex-URSS s'est effondré. Ne jamais dépendre d'un seul marché. Dès les années 2000, même lentement, Moscou a cherché à diversifier ses débouchés. Et quand les sanctions sont tombées, cette stratégie jusque-là incomplète a reçu un coup d'accélérateur historique. En moins de 2 ans, la Russie a inversé ce que beaucoup d'analystes jugeaient irréversible. La part de l'Europe dans les exportations russes de pétrole est passée d'environ 50% à moins de 15%. L'Inde, qui achetait auparavant des volumes insignifiants de brut russe, est devenue le premier client mondial. La Chine a élargi ses achats, la Turquie s'est transformée en hub de transit. Même le gaz naturel liquéfié, que l'on pensait impossible à rediriger à grande échelle, a trouvé de nouveaux itinéraires. Et pendant que la Russie se réorganisait, l'Europe, elle, s'est retrouvée sans fournisseurs, sans infrastructure, pour revenir en arrière, sans filet de sécurité. Les flux qui alimentaient usines et logements pendant des décennies se sont taris presque du jour au lendemain, laissant l'Union européenne face à une équation périlleuse. Remplacer en urgence des volumes massifs, à des prix nettement supérieurs, sur un marché mondial ultra concurrentiel. Ce n'était donc pas qu'une question de principe ou de morale, mais bien un pari stratégique qui risquait de coûter très cher. Car contrairement à ce que voulait croire le récit officiel, l'Europe n'a pas tant privé la Russie de ses marchés, qu'elle ne s'est privée elle-même de son principal fournisseur. Et aujourd'hui, la réalité économique rattrape la rhétorique politique. La dépendance aux approvisionnements alternatifs s'est installée, la facture énergétique s'est envolée, et les promesses de souveraineté paraissent de plus en plus éloignées du vécu des citoyens. Mais alors, comment la Russie a-t-elle pu retourner une situation de quasi-soumission énergétique à son avantage ? Pour le comprendre, il faut remonter à une leçon fondamentale que le Kremlin n'a jamais oubliée depuis la crise des années 90. Ne jamais dépendre d'un seul marché. Sanctionner, c'est se croire irremplaçable. Mais la Russie a trouvé de nouveaux ponts pendant qu'on dynamitait les nôtres. Regardons les faits. Dès le début des sanctions, la Russie se retrouve face à un dilemme inédit. Perdre en quelques mois la moitié de ses débouchés pétroliers européens, qui représentaient jusqu'à 50% de ses exportations. On annonçait alors l'asphyxie de l'économie russe, la chute du Kremlin, la victoire du soft power européen. Mais Moscou a réagi là où on l'attendait le moins, en accélérant une stratégie de diversification qui n'était jusque-là qu'un projet de rapports internes. Résultat, en 2 ans, la part de l'Europe dans les achats de pétrole russe tombe de 50% à moins de 15%. Presque du jour au lendemain, l'Inde et la Chine s'imposent comme les nouveaux géants de la demande. Les pétroliers russes redirigent leurs flux, réorganisent leurs routes, et trouvent de même de nouveaux partenaires au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Pas de rupture des exportations, juste un basculement. Les volumes sont là, le marché s'est déplacé. Côté européen, l'histoire est tout autre. Car en voulant frapper la Russie, l'Europe n'a pas seulement mis fin à des achats, elle a aussi détruit, souvent de façon irréversible, sa propre infrastructure énergétique. On pense bien sûr au sabotage du gazoduc Nord Stream. Les débats font encore rage sur les responsables, entre hypothèses américaines, ukrainiennes ou autres. Mais un fait demeure. La principale artère d'approvisionnement en gaz russe vers l'Allemagne et le cœur industriel européen est aujourd'hui inutilisable. Techniquement, la restauration serait possible. Économiquement et politiquement, elle n'a plus aucun sens sans accord majeur, et ce consensus n'existe nulle part. Le transit par l'Ukraine, vieux de plusieurs décennies, s'est arrêté net début 2025, après l'expiration et le non-renouvellement du contrat.
La portion du gaz russe qui passait encore par là s'est évaporée, laissant la Hongrie et la Slovaquie isolées, dépendantes du bon vouloir de Kiev et de la stabilité d'une région en guerre. Troisième coup de grâce. Le gazoduc Yamal-Europe, qui traversait la Pologne, est fermé depuis 2022, suite à une décision unilatérale de Varsovie d'imposer des sanctions à l'opérateur. Depuis, il est à l'arrêt complet. Faites le compte. Les 3 routes historiques du gaz russe vers l'Europe sont hors service. À part un maigre filet via la Turquie pour la Hongrie et la Serbie, plus rien. Et même en supposant un renversement radical de la politique européenne dès demain, il n'existe tout simplement plus la capacité physique d'importer massivement du gaz russe. Plus de tuyaux, plus de stations de compression, plus de contrats. Reconstruire tout cela prendrait des années, des milliards et une volonté politique qui n'existe chez personne à ce jour. Beaucoup rétorquent alors « Pas grave, il y a le GNL ». Oui, l'Europe a massivement investi dans les terminaux méthaniers, multiplié les contrats avec les États-Unis ou le Qatar. Mais le gaz naturel liquéfié, ce n'est pas le même produit ni le même prix. Il coûte 20 à 30% plus cher que le gaz par pipeline. Il suppose une logistique complexe, des méthaniers géants, des ports adaptés, des chaînes d'approvisionnement globales. Et surtout, sur ce marché, l'Europe n'est plus client prioritaire. Nous sommes désormais en concurrence directe avec le Japon, la Corée du Sud, la Chine. Résultat, dès que la demande explose en Asie, les bateaux se détournent, les prix flambent, et l'Europe se retrouve en position d'attente. C'est un peu comme si, fâché avec son voisin, on brûlait sa propre maison, on louait un appartement 3 fois plus cher, puis on découvrait qu'en fait, le voisin va très bien, et propose même de nous louer une chambre, mais à ses conditions, et qu'on n'a même plus de clé pour rentrer. Et ce n'est pas tout. L'alternative du GNL suppose de nouveaux itinéraires maritimes, principalement à travers le détroit d'Ormuz. Un goulet stratégique, 20% du commerce mondial du pétrole, tous les jours. Une zone où la moindre crise, comme l'escalade en cours entre l'Iran, Israël ou les États-Unis, peut suffire à bloquer ou à renchérir brutalement l'approvisionnement. Il n'existe pas de solution de contournement crédible à grande échelle. Les routes terrestres via l'Arabie saoudite sont secondaires et couvrent à peine une fraction des besoins. Ainsi, l'Europe a quitté un fournisseur jugé instable pour se jeter dans les bras de routes d'approvisionnement autrement plus vulnérables, exposées aux conflits régionaux, à la piraterie, à la concurrence asiatique, et même à la volonté politique d'États parfois moins démocratiques que la Russie elle-même. Et pendant que l'Europe s'enfonce dans la complexification et la précarisation de ses approvisionnements, la Russie, elle, encaisse. Parce que, sur le plan des exportations, Moscou a quasiment rétabli ses volumes d'avant-guerre, mais en vendant à l'Asie. Et, ironie du sort, une partie du pétrole et du GNL russe transite parfois, via des circuits opaques, jusqu'aux ports européens, revendus par des intermédiaires indiens ou chinois. Nous payons donc, indirectement, plus cher une énergie que nous avons juré de boycotter. Le plus grave, l'Europe n'a non seulement perdu son principal fournisseur, mais aussi la possibilité technique et politique de redevenir un client prioritaire. Les infrastructures sont détruites, les positions sur le marché perdues. Si demain une crise éclate au Moyen-Orient, ce ne sont ni le Qatar, ni les États-Unis qui feront la queue pour nous livrer. Ils choisiront le meilleur payeur. Et c'est exactement là où la Russie pose ses nouvelles conditions. À Moscou, lors d'une réunion sur les hydrocarbures, Vladimir Poutine déclare « Nous sommes prêts à travailler avec les Européens, mais nous avons besoin de signaux de leur part, qu'ils sont prêts à une coopération stable et à long terme, sans ingérence politique. » Fini le temps où l'Europe dictait ses exigences. Aujourd'hui, c'est la Russie qui attend, qui observe, et qui décide à qui vendre et à quel prix. Face à cette nouvelle réalité, la question devient brûlante. L'Europe est-elle encore en position de négocier? Qu'a-t-elle à offrir? Et sur quelle base bâtir une souveraineté énergétique crédible quand on a détruit les outils de cette souveraineté? Dans un instant, on verra comment ce rapport de force bouleversé se reflète déjà dans les prix, l'inflation et la vie quotidienne des citoyens européens, et pourquoi le retour en arrière n'est plus vraiment une option. Même si Paris et Berlin signaient la paix demain, par où ferait-on passer le gaz?
C'est la question qui résume le dilemme dans lequel l'Europe s'est piégée elle-même. Les infrastructures qui reliaient l'Europe à la Russie, gazoducs, terminaux, stations de compression, ont été abandonnées, parfois sabotées ou laissées à l'abandon. Les routes logistiques qui mettaient des décennies à établir sont désormais inopérantes. Revenir en arrière? Il faudrait des années de travaux, des milliards d'euros d'investissement, simplement pour rétablir ce qui existait il y a à peine 2 ans. Pendant ce temps, l'Asie, Chine, Inde, Turquie, a déjà signé et sécurisé des contrats à long terme sur les mêmes volumes qui, hier encore, chauffèrent les foyers français et alimentaient les usines allemandes. Mais, au-delà des tuyaux, il y a les contrats. Ceux-ci ont été rompus, parfois unilatéralement, sur décision politique, provoquant une avalanche de contentieux juridiques et des actifs gelés de part et d'autre. Les tribunaux d'arbitrage sont désormais encombrés de dossiers où chacun réclame des milliards à l'autre. Combien d'années pour démêler ce nœud? Impossible à dire. Et même si l'on parvenait à un accord, qui voudrait vraiment s'engager à nouveau avec un partenaire capable de rompre ses engagements du jour au lendemain, pour des raisons avant tout politiques? C'est là le point crucial. La confiance, cette matière première invisible sans laquelle aucun partenariat énergétique n'existe, est irrémédiablement brisée. Les Européens ne font plus confiance à la Russie, et la Russie ne demande plus rien à l'Europe. Elle attend des signaux, mais pose désormais ses conditions. Fini le temps où l'Europe était le client roi, le partenaire incontournable du gaz russe. Aujourd'hui, Moscou a d'autres marchés, des contrats renouvelés ailleurs, une position de force qu'elle n'avait pas en 2022. Le gaz russe ne manque pas d'acheteurs, et pour que l'Europe retrouve sa place, il faudrait offrir mieux que Pékin, accepter de nouvelles règles et surtout de garantir qu'on ne fermera plus le robinet sur un coup de tête politique. Chaque mois qui passe sans solution, sans orientation claire, renforce la marginalisation de l'Europe sur les marchés énergétiques mondiaux. Pendant que Bruxelles se cherche, le monde avance. Les tankers de GNL partent vers l'Asie. Le Qatar réserve ses prochaines livraisons à ceux qui paient plus cher et s'engage sur 20 ans. L'Europe, elle, est en queue de fil, obligée de payer au prix fort, sans garantie de livraison stable, vulnérable à chaque soubresaut géopolitique au Moyen-Orient ou à chaque tempête sur l'Atlantique. On nous a vendu cette rupture comme un gain de souveraineté, mais en réalité, l'Europe a troqué une dépendance contre d'autres, souvent plus risquées et moins prévisibles. L'illusion d'autonomie énergétique se fracasse sur le mur des faits. Prix de l'électricité qui flambe, industrie qui ferme, emplois qui disparaissent, pouvoir d'achat qui s'effrite. Les ménages français voient leur facture d'énergie grimper de 35 à 45%, selon Eurostat. Les files d'attente aux pompes, les usines qui déménagent là où l'énergie coûte moins cher, ce ne sont plus des images du passé, mais une réalité quotidienne. La fenêtre d'opportunité pour retrouver une place stratégique se referme rapidement, presque sans bruit. Plus l'Europe tergiverse, plus les alternatives se cimentent ailleurs. À force d'attendre un hypothétique retour à la normale, le risque est de se retrouver durablement marginalisé, condamné à acheter son énergie au prix fort, sans influence sur les règles du jeu. Un mauvais calcul qui coûte cher à tous, aujourd'hui, et pour des générations. Et tout cela repose sur une fracture politique de plus en plus béante, entre la rhétorique officielle et le vécu des citoyens. Les gouvernements persistent dans le discours de fermeté, mais la majorité des Français, selon l'IFOP, ne croient plus à l'efficacité des sanctions. Ce n'est plus un débat de spécialistes ou d'activistes. C'est le quotidien, c'est la file d'attente à la pompe, c'est la facture d'électricité en hausse, c'est l'emploi qui s'évapore. Alors, face à ce tableau, quelles leçons concrètes peuvent tirer les décideurs et les citoyens? La réalité ne se négocie pas. Elle se paie à la pompe et dans les urnes. Ce que nous enseigne cette crise énergétique, c'est à quel point le grand écart entre la parole politique et le vécu quotidien finit toujours par demander son dû. On peut disserter à l'infini sur la souveraineté retrouvée ou sur la nécessité historique des sanctions, mais il y a une vérité qui, elle, ne change pas. Le prix de l'énergie, l'inflation, la compétitivité, ce sont des faits, pas des slogans. La rupture énergétique avec la Russie, présentée comme un choix stratégique,
devait renforcer l'Europe. Sur le papier, la logique tenait, se libérer d'une dépendance jugée toxique, envoyer un signal fort contre la guerre. Mais dans la réalité, on se retrouve avec des familles françaises dont la facture énergétique a flambé de 35 à 45% selon Eurostat, avec des industriels qui délocalisent ou ferment parce que l'électricité ailleurs coûte la moitié, et avec une pression sur le pouvoir d'achat qui ne fait qu'augmenter. Dans ce contexte, la fracture entre dirigeants et opinion publique ne cesse de s'élargir. Regardez les réactions. Des lecteurs du Figaro, pas des militants extrêmes, parlent de humiliation, de sentiment d'abandon, là où il y a 4 ans, la confiance envers la parole présidentielle semblait acquise. Et ce n'est pas une impression. Plus de 50% des Français jugent désormais inefficaces les sanctions anti-russes. C'est la majorité. Pas une minorité bruyante ou pro-russe, mais la masse silencieuse qui découvre, chaque mois, la réalité sur sa feuille de paie et à la station-service. Pourquoi ce fossé ? Parce que la logique des sanctions reposait sur des hypothèses simples. La Russie allait plier, l'Europe saurait compenser. Or, ce que révèlent aujourd'hui les chiffres, c'est un écart abyssal entre intention et résultat. 4 ans plus tard, la Russie exporte sans difficulté vers l'Est, signe de nouveaux contrats avec l'Inde ou la Chine, pendant que l'Europe, elle, s'enfonce dans des dépendances nouvelles, souvent plus risquées, plus chères et parfois moins démocratiques. L'histoire nous a pourtant mis en garde plus d'une fois. Le discours d'autosatisfaction, cette croyance que l'on maîtrise tout parce qu'on l'a décidé, se paie cher, toujours. On se souvient de 1998, quand les responsables russes assuraient qu'il n'y aurait jamais de défaut de paiement, avant que tout s'effondre une semaine plus tard. La logique ne varie pas. Quand le fossé entre la communication officielle et la vie réelle grandit, il finit par avoir des conséquences électorales. Dans une démocratie, on ne peut pas ignorer indéfiniment la voix de la majorité. Et c'est là le problème fondamental. Les erreurs stratégiques coûtent toujours plus cher aux citoyens qu'aux décideurs. Les dirigeants peuvent bien insister, affirmer que le cap est le bon, ce sont les familles, les salariés, les entrepreneurs qui encaissent la hausse des prix, les pertes d'emplois, la perte de compétitivité. Pendant ce temps, la classe politique continue souvent de raisonner avec les schémas d'avant la crise, comme si rien n'avait changé, comme si la fenêtre de tir était toujours grande ouverte. Mais chaque jour qui passe, chaque trimestre qui s'ajoute, cette fenêtre se rétrécit. Les infrastructures détruites ne se rebâtissent pas d'un claquement de doigts. Les contrats perdus se renégocient difficilement, surtout quand d'autres clients, plus fiables aux yeux des fournisseurs, sont déjà passés devant. La confiance, immense enjeu dans tout partenariat énergétique, est désormais brisée. Qui, en Russie ou ailleurs, peut garantir que l'Europe ne changera pas d'avis à la prochaine alternance politique ? Et comment imaginer reconstruire une coopération stable alors que chaque mois de tergiversation signe de nouveaux accords entre la Russie et l'Asie, repoussant un peu plus l'Europe hors du jeu ? Le risque, il est là. Ne rien apprendre de cette séquence, refuser de regarder en face le décalage entre discours et réalité, c'est ouvrir la porte à de nouveaux fiascos stratégiques. Et cette fois, la facture sera encore plus lourde, pour tout le monde, du citoyen au sommet de l'État. Aujourd'hui, une chose est claire. Plus on tarde à réévaluer, à corriger le tir, plus le coût, économique comme politique, sera salé. Mais alors, existe-t-il encore une issue ? La question reste en suspens, et seul l'avenir, ou une décision politique courageuse, pourra y répondre. Les chiffres, pas les discours, décident du futur de l'Europe. Êtes-vous prêt à regarder la réalité en face ? On nous a longtemps expliqué que rompre avec les hydrocarbures russes, c'était gagner en souveraineté, en liberté, en sécurité. Mais aujourd'hui, quand on regarde les données, quand on écoute les citoyens, et surtout quand on paie sa facture d'énergie ou son plein à la pompe, difficile d'ignorer une autre vérité, bien plus brutale. Cette rupture a coûté cher, très cher, à l'Europe, et particulièrement à la France, sans offrir les bénéfices promis. On a perdu un fournisseur stratégique qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain. On a perdu une infrastructure construite patiemment pendant des décennies. On a perdu des marchés pour nos industries. Et qui paie la note ?
pas ceux qui signent les sanctions à Bruxelles, mais ceux qui, tous les jours, font face à l'inflation, à la hausse des prix du gaz, du gasoil, à la précarité énergétique. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de logique, ni de raison solide, pour réagir fermement en 2022. Mais entre les intentions politiques et les conséquences réelles, il y a un gouffre que la rhétorique ne parvient plus à masquer. Ce gouffre, on le voit désormais dans les chiffres. La Russie, qu'on devait mettre à genoux, propose aujourd'hui ses conditions pour renouer le dialogue énergétique, sans supplier. Les volumes de gaz qui allaient en Europe alimentent désormais l'Inde, la Chine, la Turquie, grâce à des contrats de long terme et des investissements massifs. L'Europe, elle, doit se battre sur un marché mondial tendu, acheter plus loin et plus cher, et accepter de nouvelles dépendances, souvent plus risquées et moins transparentes. Le résultat ? Une Europe fragilisée, une industrie qui perd sa compétitivité, des citoyens qui doutent de la parole de leurs dirigeants. Et surtout, une souveraineté énergétique qui, loin de se renforcer, s'est effritée. La réalité, c'est que l'avenir énergétique, économique et démocratique de l'Europe dépendra de notre capacité à sortir du déni. Continuer à feindre que tout va bien, c'est risquer de voir l'écart entre les décisions politiques et le vécu quotidien des Européens devenir un abîme impossible à combler. La question n'est plus de savoir si la stratégie était cohérente au départ, mais de reconnaître les conséquences et d'en tirer les leçons. Le temps presse. Chaque trimestre qui passe, ce sont des opportunités perdues, des marchés cédés, des positions stratégiques difficiles à reconquérir. L'histoire montre que les fenêtres d'opportunité ne restent jamais ouvertes bien longtemps. Accepter la réalité, c'est la première étape pour rebâtir une Europe capable de défendre ses intérêts et le bien-être de ses citoyens. Au fond, ce sont les faits qui parlent, pas les slogans. Et la vraie souveraineté commence toujours par la lucidité. Alors, combien de temps encore avant que l'Europe change de cap ? 1 an, 2 ? Ou choisira-t-on d'ignorer les signaux d'alarme jusqu'à ce que le coup devienne insupportable ? On aura la réponse plus tôt qu'on ne le pense. Et ici, on continuera à la décrypter, chiffres à l'appui. Si ce regard lucide et sans langue de bois vous parle, abonnez-vous. La suite promet d'être tout aussi décisive.